Donc, comme je disais, on va vous présenter la troisième conférence du coup sur les techniques de mémorisation et de concentration. Alors déjà, pourquoi ce sujet? Tout d'abord, car on est en médecine et on a une charge de travail importante. Bon, je sais qu'il n'y a pas que des étudiants de médecine ici, enfin je pense. Donc je sais que c'est valable pour vous aussi. Et donc les épreuves, enfin la préparation aux épreuves, donc c'est un marathon, on le dit souvent comme en première année. Euh, Alternance entre période de révision, garde et stage, donc ça c'est au début de l'externat. Panel important de connaissances à avoir, bien sûr. Stress, anxiété et pression qui sont très importantes en médecine et partout ailleurs. Difficile à prendre du temps pour soi, ça c'est vrai. De plus, de mes propres constatations, du coup, dans mon cercle proche, on a des doutes sur suis-je fait pour les études de médecine. Oui, c'est souvent arrivé, des personnes se demandent ça. Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi on pense ça? L'impression de ne pas avoir trouvé sa méthode de travail, de pas être assez efficace pour nos révisions. Donc, du coup, j'ai mis des témoignages d'étudiants en médecine, du coup. Les études de médecine se vivent comme un marathon, mais il faut prendre garde à ne pas s'isoler ni ruminer dans son coin. Même si c'est compliqué, il est préalable de parler de ses difficultés à son entourage. Ce n'est pas parce qu'on prend 1 heure pour se défendre qu'on prend du temps. Au contraire, c'est tout bénéf. Un écho, quoi. C'est un conseil que je vous donne, mais je n'ai pas toujours réussi à le vivre. Oui, on l'a bien vu. On le dit souvent aux premières années, il faut prendre du temps pour soi, mais on le fait pas nous-mêmes. La charge de travail est assez importante dès la première année, cela jusqu'à la fin de la 6e année. Les années suivantes, 4e, 5e et 6e, ils doivent reprendre un rythme de travail soutenu pour mettre toutes les chances de leur côté pour préparer le concours d'externat, du coup. Et du coup, je voulais finir sur une note positive d'un témoignage d'un étudiant ou une étudiante. Pour réussir en médecine, il faut énormément travailler, être curieux et avoir une motivation sans faille. Évidemment, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les études, mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir où l'on veut aller et de garder en tête son objectif de départ. Donc, du coup, je vais donner la parole à nos intervenants, du coup. Merci d'être venus. Bonjour à tous, on entend hein? Ouais. Je vais déjà commencer par me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, je suis Marie Mâchoire, je suis prof en parasitologie mycologie à la fac de médecine et au CHU, ce qui n'a rien à voir a priori avec les méthodes de travail, mais je suis aussi coach professionnel et psychopraticienne et responsable du comité BASE, qui est le comité d'accompagnement des étudiants en difficulté en médecine et en santé. BASE, c'est pour bienveillance, accompagnement et suivi des étudiants. Donc aujourd'hui, grâce à Empatex, on vient intervenir avec Nicolas Aimé qui se présentera par la suite aussi auprès de vous pour vous avoir un échange en fait avec vous sur les méthodes de travail et puis peut-être vous proposer quelques pistes pour optimiser vos méthodes de travail et bien vivre vos études parce que c'est possible en fait d'être dans une filière d'études qui demande beaucoup d'investissement et pour autant d'être parfaitement ou en tout cas du mieux possible épanoui. Donc on a évoqué à l'instant justement les doutes. Donc nous, dans le comité BASE, donc je vais aussi citer pas mal d'exemples d'étudiants qui viennent me voir pour argumenter un petit peu ce que je vais vous présenter. Au comité BASE, il y a des étudiants qui viennent me voir parce que ils se sentent pas bien dans leurs études et souvent c'est cette question du doute en fait qui émerge. Je me pose la question, est-ce que je suis vraiment faite pour ces études? Et donc, moi, je vais commencer par faire l'enquêteur et questionner qu'est-ce qui vous fait douter. Ben, en fait, voilà, souvent, il y a un échec aux examens, un échec au partiel, ou alors un sentiment de je bosse, mais en fait,
j'obtiens pas des notes à la hauteur du temps que j'investis. Donc, le doute s'immisce, est-ce que je suis vraiment fait pour ces études? Et puis, il y a d'autres questionnements aussi pour les filières médecine, mais aussi les filières où on a le contact avec les patients. Je me sens pas bien en stage, en fait. Je me sens pas à ma place. Quand je vais à l'hôpital, j'ai la boule au ventre. Donc ça, c'est des choses que j'ai régulièrement entendues. Donc c'est pas parce qu'on arrive à l'hôpital avec la boule au ventre que on n'est pas fait en fait pour ces études. C'est pas parce que on a un échec aux examens qu'on n'est pas fait pour ces études. Et c'est là en fait où ça va être très très important d'aller questionner, d'aller vous questionner, de se questionner pour savoir en fait comment en fait on peut répondre à ce doute. Ça peut prendre du temps en fait de répondre à ce doute. Donc effectivement, il y a les étudiants qui vont venir nous voir et puis qui vont déjà avoir répondu à cette question en fait, qui vont dire en fait j'ai un doute, mais au fond de moi je sais que je suis fait pour ça, mais je me sens pas bien. Donc et puis il y a ceux j'ai un doute, mais je réponds pas à cette question en fait. Donc on va poser des questions, on va inviter l'étudiant en fait à oser aller en introspection. Aller en introspection et puis peut-être se confronter à des choses qui sont pas toujours très agréables. Cette position du doute, elle est quand même assez inconfortable. Mais elle est saine aussi. Il vaut mieux se poser les questions au tout début de ses études et puis répondre, que ce soit pour rester ou s'en aller, plutôt qu'en fait de subir, de laisser ça dans un coin de sa tête, d'être mal et puis de risquer d'être encore plus mal après coup. Donc, on peut proposer, pour éclaircir ses doutes, d'en parler. Parfois, simplement le fait de se poser, puis d'en parler, de dire, en fait, moi, je me sens pas bien. Et d'avoir cet échange, ce questionnement confrontant peut permettre déjà de répondre à pas mal de questions, peut permettre de faire le bilan. Et puis, parfois, on va se faire accompagner. Donc, l'accompagnement, ça peut être effectivement au sein de la fac de médecine ou en santé par le comité base, mais aussi auprès de psychologues, en libéral ou d'autres professions. Se faire accompagner, ça peut être intéressant justement pour avoir ce questionnement confrontant et puis tester des choses, en fait, tester des choses différentes. Sortir de sa zone de confort aussi. Et puis, quand je dis tester des habitudes différentes, ça peut être tester des habitudes différentes en termes d'apprentissage et en termes d'équilibre de vie. Je regarde juste mes diapos parce que il me semble que j'avais mis, je croyais que j'avais mis 2 diapos par rapport à ça. Donc, c'est pas grave. Du coup, je recadre. Donc, en fait, je vous donne un exemple. J'ai eu à une période 2 étudiantes qui sont venues me voir, en fait, avec les mêmes symptômes, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire 2 étudiantes qui arrivent, qui me disent, en fait, voilà, j'ai cette question du doute. Je me pose la question, suis-je vraiment faite pour ces études-là? Qu'est-ce qui vous fait poser cette question? En fait, j'arrive pas à bien travailler, je suis pas bien quand je travaille, j'arrive pas à me concentrer, et puis j'ai la boule au ventre quand j'arrive à l'hôpital. Donc les deux, c'était vraiment le même schéma. Et en fait, en creusant avec l'une et en creusant avec l'autre, derrière ces mêmes symptômes apparents, pour l'une d'entre elles, il y avait un gros manque de confiance en elle. C'était principalement les stages qui bloquaient. Tout l'apprentissage, en fait, elle aimait, mais sa méthode de travail n'était pas forcément hyper adaptée. En stage, elle manquait de confiance. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi avec des cliniciens, des médecins qui ont pu l'aider à voir les stages autrement. Et puis, voilà, elle a continué ses études en médecine et super épanouie. Et l'autre, par contre, on a testé des choses différentes. On a testé une autre façon de travailler. On a testé une autre façon, en fait, de voir les stages. Mais elle, en fait, c'est pas passé la boule au ventre. Donc, on a testé d'autres choses à côté. Et dans quelle filière d'études vous pourriez vous voir? Et qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas, en fait, dans cette filière d'études? Et de fil en aiguille, elle en est arrivée à se dire que, en fait, ce qui lui plaisait, c'était effectivement de faire de grandes études. C'était toute cette théorie. Mais par contre, la pratique, pas du tout. Donc, elle a pris du temps. Elle a pris quand même, je dirais, 6 bons mois, en fait, avec des émotions vraiment pas agréables du tout. Elle s'est fait accompagner au sein de l'université et en dehors, mais elle est allée au bout de sa démarche. Et au bout d'un moment, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, est-ce que je peux revenir vous voir? Donc, je lui dis, bien sûr. Donc, elle est revenue me voir.
Et en fait, c'est juste pour poser les choses et quelque part obtenir une autorisation, en fait. Elle me dit, mais voilà, j'ai compris, je suis pas bien parce que je suis pas faite pour ça. Et c'est OK. Et je dis, qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle me dit, ben, rien, j'avais juste besoin de le dire, en fait. Et alors, pourquoi vous êtes faite? Elle me dit, ben, en fait, j'ai compris, je sais pourquoi je suis faite. Et elle est partie dans une autre filière d'études. Elle a quitté Nancy, elle est allée dans une autre ville parce que c'est là qu'elle avait trouvé vraiment la formation qu'elle voulait faire. Un an plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était super bien, super épanouie et qu'elle regrettait pas du tout son choix. Donc, vous voyez, il y a les deux choses en parallèle. Vous pouvez très bien, en fait, vous sentir pas bien parce qu'il y a des choses peut-être à réorienter dans votre filière d'études. Et puis, parfois, ben, on n'est pas bien parce que c'est pas notre filière d'études et c'est OK. Et ce doute, il est sain. Donc, pas plus tard que cet après-midi, j'ai encore eu un étudiant qui est venu me voir avec ce doute, quelqu'un qui est pourtant très bien dans ses études, mais il y a un petit, non, c'est pas un petit, c'est quelque chose quand même d'assez important qui le mine. Et ces mots, c'était, en fait, j'ai l'impression d'être une anomalie dans le système. Il n'y a pas d'anomalie, en fait. À partir du moment où vous posez des questions, venez nous les poser. Restez pas tout seul à vos questions, à être mal, à pas arriver à vous concentrer. On est là pour vous accompagner et vous aider à y répondre, en fait. Le doute est sain. Ça vous permet de vous réaligner et trouver vraiment votre chemin. Je passe la parole à Nicolas Aimé pour ce premier petit point. Donc bonjour, je vais me présenter aussi rapidement. Je m'appelle Nicolas Aimé, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je travaille au centre psychothérapique de Nancy. Et en fait, très rapidement, l'objectif de mon travail, c'est de travailler avec des personnes qui ont des troubles cognitifs à côté de troubles psychiatriques souvent. Et donc on va faire ce qu'on appelle la remédiation cognitive, travailler en fait sur les troubles cognitifs, les troubles d'attention, les troubles de la mémoire pour favoriser l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, ce genre de choses. Donc, par exemple, si une personne réussit pas à passer son code, réussit pas à passer son permis, réussit pas au travail, réussit pas dans ses études, le but c'est d'accompagner ces personnes-là avec différentes stratégies, on va dire, pour le faire. Et indépendamment des personnes qui ont des troubles cognitifs, des difficultés de la mémoire, ce genre de choses, et ben on a tous une manière d'apprendre, on a tous nos stratégies, mais qui sont pas forcément optimales. C'est-à-dire même si vous dites bah non, en fait j'ai une très bonne capacité cognitive en général, il est quand même possible que vous utilisiez des mauvaises stratégies ou des stratégies en tout cas qui sont pas optimales. Et donc un des objectifs de cette présentation-là, ça va être aussi pour ma part, de trouver ces stratégies-là, euh, de trouver vos stratégies à vous, de vous en présenter certaines. Et pour ça, je commence éventuellement par une première question qui est à vous. Donc là, vous allez devoir participer. Si entre vous, vous devriez parler et présenter vos méthodes à vous d'apprentissage, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez? Quels conseils pour améliorer vos révisions vous pourriez avoir? Donc, je vous invite je suis sûr que vous en avez tous des méthodes que que vous avez chez vous pour réviser, que vous avez peut-être en examen pour vous concentrer mieux. Est-ce que certains d'entre vous veulent présenter les stratégies qu'il ou qu'elle utilise, que vous utilisez? Oui. Moi, j'ai tendance à bosser relativement bien à partir du groupe, dans un environnement un minimum anxiogène, une deadline qui est déjà dans la panade. Tout ce que je fais, c'est que je mets en place celles qui vont me permettre de me dire c'est bon, là je suis à la base. Et ce, des mois avant la date même. Donc, remettre des mini-échéances pour montrer que là j'ai déjà un retard. En fait, ça me permet d'avoir encore cette petite picture qui me permet de me bouger. En fait, si j'ai pas cet environnement un peu fonctionnel, c'est non, ça marche pas. D'accord. Et du coup, je présume que ça te rassure parce que tu as l'impression d'avoir déjà un peu d'avance et tu n'as pas peur d'être à la ramasse sur tes révisions. Parce que j'ai peur d'être à la ramasse. Je génère moi-même artificiellement cette peur que j'arrive à me prendre à la. Ok. Donc,
C'est une stratégie peut-être de planification, si on utilise ce terme-là, en fait, de planification de révision ou de planification de travail. Ok, d'accord. Donc, bah, ça, c'est en effet déjà une stratégie. Je vais appeler ça une stratégie de planification qui permet de se mettre des deadlines. Peut-être après, vous avez vos différentes manières émotionnelles, on va dire, de le faire. Avec du coup, le fait de se foutre l'anxiété et de se dire bon bah là, il faut à tout prix que je finisse à ce moment-là. Et donc, ça fonctionne pour toi? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des méthodes d'apprentissage, des méthodes de travail? Moi, je sais que je ne pas dans mon cours au début, je fais des erreurs que je fais et les élèves qui disent c'est quand c'est en semaine. Et bah là, sur la classe, j'ai dit ça ce matin et D'accord. J'ai pas compris le début sur. En fait, c'est possible, il a beaucoup sur les parcours. Ouais. Au moment où il a fait, moi, je surligne rien, je lance une ficelle et je fais une pause, hop, je surligne parcours. D'accord. Quand la deuxième fois qu'on voit le cours, on voit que les parcours. Ok. Super. Donc, bah, tu te focalises en fait sur les choses sur lesquelles tu t'es trompé au départ. Donc, ça va être une deuxième stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent présenter des stratégies qui sont utilisées? Oui. Faire des fiches. Ok. Donc, ça permet d'aller à l'essentiel. À quoi elles te servent tes fiches? Ok. Euh, Et l'utilité de cette fiche-là, c'est bien quoi, quand tu fais ta fiche, déjà, peut-être que tu révises en fait une première fois puisque tu revois le cours et tu te l'appropries peut-être déjà à ta manière quand tu fais ta fiche. Ok, super. Il y a d'autres méthodes. Oui, je regardais la personne en haut, mais peu importe qui commence. Bah, Et faire des efforts dessus, ok. C'est super parce que du coup, en faisant ça, il y a deux choses. Déjà, il y a le côté visuel, puis une autre modalité, c'est pas juste répéter et puis écouter, essayer de comprendre. Et la notion de plaisir dont tu as parlé, en fait, qui est primordiale dans les apprentissages. Ok? Oui. Ok. Donc, avant de relire le cours, de te remettre dedans, en fait, tu vas déjà utiliser, solliciter ta mémoire et tout ce que tu as mémorisé. Ok, super stratégie aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je mémoriserai pas tout ce que vous avez dit. J'aurais aimé avoir un tableau et puis faire un listing, mais bah, il y en a pas. Mais ça nous permet déjà, en effet, de voir qu'il y a énormément de stratégies différentes qui sont utilisées, bah, en fait, par chacun d'entre vous. Est-ce qu'une personne a le courage de se porter volontaire pour la prochaine diapositive? Ça fera pas mal, ce sera. Oui. Alors, je vais te montrer un calcul mental qui est relativement simple.
Je te demande en fait, ce que tu dois faire, c'est pas arriver directement au résultat, mais dire comment tu arrives à ce résultat-là. Donc, en fait, tout ce qui se passe dans ta tête pendant que tu essayes de résoudre ce calcul-là, que tu le dises à voix haute, mais assez fort éventuellement pour que tout le monde puisse entendre. 13 plus 2, 15, 7 et 16, 16 et 163. Donc là, on voit que tu as utilisé, j'étais en train de réfléchir si c'était le bon résultat. En tout cas, ta stratégie à toi qui a été de passer de 13 plus 2, etc. Ensuite, tu as fait 7 plus 6. Là-dessus, on peut avoir aussi d'autres stratégies. Moi, par exemple, je fais 30 plus 20, donc j'arrive à 50. En plus, je remets le 100, donc 150. 156 plus 4 pour arriver à 160, plus les 3 qui restent pour arriver à 163. Donc peut-être qu'en fait, moi, ma méthode elle est plus longue que la tienne, peut-être que la tienne elle est plus longue, enfin, peu importe. Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Ça dépend aussi de nous, notre habitude. Moi, je fais comme ça et je pense que j'ai l'habitude de calculer comme ça. Pour moi, c'est plus rapide. Mais on voit que ce soit pour des stratégies de mémorisation, des stratégies de planification, etc. Même pour du calcul, on peut aussi avoir même pour du calcul, par exemple, on peut avoir des stratégies différentes. Et pour la plupart des performances, au sens large, des performances cognitives, euh, que vous pouvez avoir, en fait, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées. Et donc, ça va être un petit peu le même genre d'exercice. Est-ce que y a quelqu'un d'autre qui veut se porter volontaire pour... Oui. Alors, en fait, c'est la même chose. C'est toujours une question de stratégie. Là, tu as une grande liste de mots. Ça sert à rien de l'apprendre, mais supposons qu'il faille que tu l'apprennes. Quelle stratégie tu pourrais utiliser pour mémoriser de manière optimale cette liste de mots-là? Euh, on va dire que t'as pas de temps, tu as juste les limites de ta mémoire. Ok. Ok. Donc en fait c'est une répétition un petit peu organisée puisque du coup tu fragmentes par colonne histoire de te simplifier la tâche et de pas essayer de tout apprendre d'un coup. Mais c'est une stratégie majoritairement de répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes en espérant que tout rentre et que ça reparte pas trop vite. Est-ce que d'autres personnes voient d'autres stratégies ici qui pourraient être utilisées? Ouais, on a plein de personnes. Ok. Oui. Ok. Le palais mental, ouais. Ok. Du coup, je vais expliquer après c'est quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui levait la main? Ouais. Non, le but c'est... Ouais. Oui. D'accord. Ok. Bon, là, on a plein de stratégies. C'est génial.
Le palais mental, moi, c'est quelque chose qui me semble ultra compliqué, mais il y a des gens qui y arrivent bien. En fait, c'est le fait euh, si j'explique mal, tu peux redire, mais le fait, en fait, d'imaginer qu'on a une sorte de palais ou de grande maison, enfin, dans notre imagination, et que les choses qu'on veut mémoriser, on va les mettre dans certaines pièces différentes en fonction de ce à quoi ça appartient. Dans ces pièces-là, il peut y avoir des armoires ou des étagères, et puis en fait, on imagine donc qu'on rentre dans une pièce et puis qu'on ouvre telle étagère, et donc on va retrouver la chose. Moi, ça me semble, j'ai déjà essayé de le faire, ça me semble super compliqué, mais il y a des gens qui y arrivent bien. Donc, on voit aussi que les stratégies que vous avez utilisées, elles dépendent de vous, et c'est en les essayant, en les expérimentant, que vous allez voir si elles vous correspondent ou non. Donc, par exemple, pour une liste de mots comme ça, les stratégies principales, c'est pour être associer les mots entre eux en se racontant une histoire qui les relie tous, en effet. Se dire bon bah il y a un gouverneur qui veut faire un sondage en buvant du gin, etc. Et puis en fait on se fabrique une histoire qui nous permettra de mieux mémoriser. Se répéter les mots dans la tête comme une dictée en espérant qu'ils finissent par tous être mémorisés. Stratégie, ce qu'on appelle de regroupement sémantique, c'est le fait de regrouper par catégorie. On va la voir juste après. L'imagerie cérébrale, c'est le fait d'essayer de visualiser. Donc gouverneur, bon bah on imagine un gouverneur, comment ça pourrait être, avec quelle tenue, etc. Le jean, on imagine une bouteille de gin. Le regroupement phonologique, donc par son, on peut essayer de regrouper, voilà. Et donc le regroupement sémantique sur cet exemple-là, on voit qu'il y avait plusieurs catégories en fait qu'on pouvait faire. C'est une stratégie qui habituellement est assez efficace. On regroupe les mots entre eux, les mots qui ont un lien, qui font partie de la même catégorie entre eux. Donc là, on avait par exemple la catégorie musique, la catégorie couleur, la catégorie photographie, politique, boisson, mots inconnus, etc. Si on parle si on parle de stratégie, c'est parce que on sait dans la littérature scientifique, si on pense pas à des stratégies, on va se dire bon bah je vais essayer juste de booster ma mémoire et du coup plus j'aurai une grosse mémoire et plus je pourrai mémoriser de choses. En fait, ça marche pas forcément comme ça. On sait que l'amélioration des performances cognitives, euh, elle se fait plus facilement quand on change de stratégie, c'est-à-dire quand on passe d'une stratégie qui est peu optimale, comme répéter, répéter, répéter. En fait, habituellement, ça c'est pas très optimal, à une stratégie qui est une stratégie qui est plus efficace. Le fait de changer de stratégie, ça a plus d'intérêt que le fait d'essayer en fait de stimuler juste une capacité cognitive. Et quelque chose qui est encore mieux, bah, c'est de combiner des stratégies entre elles. C'est-à-dire, bah, sur les stratégies qu'on a vues auparavant, le regroupement sémantique, vous pouvez le faire tout en en faisant de l'imagerie mentale et en essayant de en essayant de visualiser vraiment chaque mot, etc. Le fait de combiner les stratégies, c'est encore ce qui est le plus efficace. Donc là, je vais vous faire un petit listing un petit peu barbant des différentes stratégies qui peuvent exister pour mieux mémoriser. Donc répéter, ça marche, mais par exemple comprendre un cours, ça marche encore mieux. Donc par exemple, faire des notes, faire des listes de cours, ça aide à se l'approprier et puis en fait à le comprendre plutôt que juste essayer de répéter le plan du cours et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Essayer de penser à des exemples et à des moyens mémotechniques. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre débrayer et embrayer. Non. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai passé mon permis, justement grâce à un moyen mémotechnique, parce que mon moniteur d'auto-école m'a dit de débrayer. En fait, c'est quand on descend le pied, tu peux penser, parce que la première syllabe, D pour débrayer, c'est comme descendre. Et du coup, embrayer, bah, embrayer, c'est l'autre. Des moyens mémotechniques, c'est ce genre de choses. Quelque chose que je pense que vous n'avez pas tendance à faire, qu'habituellement on n'a pas tendance à faire, c'est apprendre sur des périodes courtes de manière régulière plutôt que sur des périodes longues.
qu'apprendre longuement. C'est-à-dire, si vous essayez, si vous apprenez juste avant vos examens et que vous prenez une journée entière de révision, en fait, ce sera vachement moins efficace que si vous prenez 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure et demie de révision par jour. Enfin, peut-être 1 heure et demie, c'est beaucoup, je sais pas. À quel point vous révisez Moi, ce serait plus 10 minutes par jour, par exemple. Et du coup, 10 minutes par jour, c'est vachement plus efficace que, en fait, une semaine entière juste avant vos examens. Et vachement moins stressant également. Le rythme également est important. On sait que le schéma que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Au bout de 10 minutes déjà, il y a une grande partie de l'information que vous apprenez qui est oubliée. Au bout d'un jour, il y en a encore plus. Et une semaine, un mois, 6 mois, en fait, vous mémorisez. Enfin, vous avez mémorisé à peu près rien si vous le révisez qu'une seule fois. Se servir du rythme pour réussir à bien réviser, c'est à bien apprendre, c'est apprendre de manière assez régulière, assez fréquente au départ, pour vraiment, en fait, ça permet de renforcer les connexions synaptiques et avoir déjà un renforcement qui est fait. Une fois que ce renforcement synaptique il est présent, il n'y a plus besoin de réviser aussi régulièrement qu'auparavant. Vous pouvez vous permettre de réviser une prochaine fois une semaine après, de réviser un mois après, etc. Puisqu'en fait, les connaissances sont déjà là. Et donc l'évaluation, ça, je sais plus qui a dit ça, mais du coup d'essayer de mémoriser, de se rappeler de son cours avant de le lire, c'est aussi quelque chose qui va participer à renforcer l'information, à renforcer les révisions. Le fait d'aller tout de suite en fait chercher l'information en mémoire plutôt que d'aller la chercher dans le cours, en termes synaptiques également, en fait, ça va renforcer les réseaux d'une manière plus efficace que d'aller lire passivement euh, votre support, par exemple. Euh, je passe rapidement. Si vous avez des questions sur ces stratégies, vous pouvez me dire, mais après, là, faire un listing complet, ça va être un petit peu barbant. Réviser le soir, on sait que c'est aussi vachement plus efficace qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Et au même titre que combiner les stratégies, ça peut être efficace. Utiliser différentes modalités sensorielles, comme le fait de dessiner et d'utiliser une modalité visuelle. Ça vous permet d'améliorer l'apprentissage. Donc plutôt que simplement écouter un cours, donc par exemple là sur cette conférence, si vous écoutez juste, en fait, ça va pas vous servir à grand chose. Vous aurez presque pu rester chez vous puisque vous allez partir et vous aurez à peu près tout oublié. Alors que si on met des images, si après vous en discutez entre vous, si vous essayez de mettre en pratique ces stratégies, bah là, on sait que vous aurez retenu beaucoup plus de choses de cette conférence que si vous l'écoutez simplement. Alors, je reprends la suite. Donc, effectivement, il y a plein de stratégies et chacun a sa stratégie. Tout ça, en fait, ça nous amène à la gestion du temps puisque vous avez des tonnes de cours à apprendre, vous avez des tonnes de choses à faire et vous avez des tonnes de choses à réviser aussi, à entretenir, plus quand arrive la période des stages, les stages, plus aussi pour certains qui sont dans les associations, s'occuper de l'association. Certains ont un petit boulot à côté ou même un gros boulot. Donc, en fait, tout ça, ça peut devenir très, très compliqué. Tester une méthode de travail, changer une méthode de travail, tout ça, ça peut devenir très, très compliqué et devenir un véritable défi, gérer le temps, en fait. Et moi aussi, je souhaite en fait vous mettre dans l'échange et puis vous poser la question. Et vous, comment vous faites alors pour gérer votre temps? Comment vous faites pour ceux qui ont un boulot à côté, etc. Oui? D'accord. D'accord.
D'accord. Que vous apporte le fait de planifier? D'accord. Donc ça, on peut dire que ça apporte un cadre d'une part, et puis on peut dire, quand vous dites je sais que tout est fait, c'est assez rassurant. D'accord. D'accord. Oui. Oui. Et j'ai pas compris la dernière. Et je fais surtout pas de planning parce que pour vous, il est plus anxiogène qu'autre chose. D'accord. Mhm. D'accord. D'autres stratégies? L'une ou l'autre, peu importe. Ok. D'accord. Ok. Alors là, il faut m'expliquer parce que je ne connais pas. Actuellement, ma valeur est c'est la page. Une page, ça vaut un anal, ça vaut à peu près 20 francs. Une relecture correction natale, ça vaut 40. Je mets tous les points en brasse dans un grand tableau. Je trace une grande droite qui va être tout en haut jusqu'à tout en bas à la date. Et en fait, c'est vraiment, j'ai pas envie de bosser un truc parce que là, c'est mort et que je peux faire 50 points à la journée. Je ne fais pas les 50 points des 50 pages de tableau. Je peux faire une lecture de canal qui peut faire un point, plus 10 pages dans le truc. Et au moment où j'ai les 50 points, à la fin, je vais voir comment. D'accord. Ok. D'accord. Moi, j'ai en fait, je vais dans les sentiments. Si j'ai envie, je fais des. D'accord. Je fais pas. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments où vous n'y allez pas du tout et où vous vous retrouvez en fait avec ça? Non, ça se gère, vous gérez. D'accord. D'accord. Donc vous vous faites confiance. Ok. Ok. D'autres stratégies? Oui? D'accord. D'autres? Donc là, on a entendu qu'effectivement, il y a beaucoup de stratégies et que ce qui convient à certains ne convient pas à d'autres. Certains ont besoin de faire des choses plus élaborées, la courbe, les points, etc. D'autres, par contre, vont se laisser porter par leurs émotions, j'ai envie. Donc, chacun a sa stratégie et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur les méthodes de travail. J'avais en fait pris un petit peu d'avance
sur la base de ce que j'entends quand les étudiants viennent me voir. La plupart en fait des étudiants, quand je leur pose la question, comment vous faites en fait pour gérer votre temps? Faites-vous un planning? Comment organisez-vous votre travail? Je me fais un planning, mais je ne le respecte pas. C'est ce qui revient en fait peut-être le plus souvent. Donc effectivement, parfois les plannings sont trop chargés, parfois ils sont trop stéréotypés et effectivement ils deviennent plus anxiogènes qu'autre chose. Donc ils vont en fait donner la fonction inverse de ce pourquoi à la base on les fait. Donc c'est là en fait où c'est intéressant d'apprendre à se connaître et de savoir effectivement ce qui marche pour soi, de se connaître dans ses forces et ses faiblesses. Et puis de bien comprendre en fait que planifier, ça peut être aussi une pratique qui s'apprend et qui se réajuste. Donc on a vu, donc après j'ai fait une diapositive compliquée. En fait, planifier, c'est une pratique effectivement qui s'apprend et se réajuste. On peut tester des choses et puis on peut réajuster. Il y a plein de choses en fait dont on peut tenir compte dans un planning. Pourquoi les gens vont venir en fait à un moment donné à être peut-être en difficulté? Parce que je me rends compte que face à la charge de travail, j'arrive pas en fait à tout absorber et que je me retrouve en fait 3 jours avant les partiels et il y a toute cette matière que j'ai pas eu le temps de faire. Ok. Et j'arrive pas à planifier parce que je respecte pas mon planning. Donc un planning qu'on ne respecte pas, moi je dis souvent que c'est un planning en fait qui vous correspond juste pas. Donc certaines personnes ont trouvé en fait leur façon de faire, c'est-à-dire moi je fais mon planning, je le fais pas très anxiogène, je déplace en fait. Moi c'est ce que j'appelle les plannings mouvants en fait, se donner en fait l'autorisation de se fixer en fait, c'est ce que j'ai marqué, je ne sais plus où, de se fixer en fait des objectifs globaux et puis des objectifs à plus court terme aussi, mais de s'autoriser aussi si je me lève ce matin, par exemple, et j'ai prévu plein de trucs quand j'ai fait mon planning. Et je me lève ce matin, en fait, j'ai pas du tout le moral, j'ai pas du tout envie de travailler ces cours-là. Ça me barbe déjà à l'avance. Je me pose, je regarde mon planning, et puis est-ce qu'il y a peut-être autre chose que je pourrais faire? Est-ce que je peux travailler différemment? Par exemple, faire des QCM ou travailler en groupe. Donc, diversifier, aller dans la diversité, plutôt que d'aller dans la confrontation, en fait, de se forcer être du tout dans le plaisir justement de travailler et finir par s'écœurer, ce qui amène au fur et à mesure du temps au burn-out. Donc c'est toujours en fait arriver à jauger aussi comment je fonctionne, qu'est-ce qui marche pour moi et la fonction en tout cas le planning en fait on peut, quand on dit le mot planning vous voyez un truc très rigide avec des cases et tout ça, mais le planning ça peut tout à fait être une liste en fait. Cette semaine, voilà ma liste de choses à faire, c'est ça. Et ça, en fait, il faudrait que j'ai fait, en fait, allez, on va dire les 2 tiers du cours. Ce serait bien si je pouvais faire ça cette semaine. Et jauger, en fait, et dire en même temps, sur ma liste, il y a tout ça. Est-ce que je vais pouvoir faire les 2 tiers de ce premier cours? Donc, se confronter, se dire est-ce que c'est réaliste ou c'est pas réaliste. Donc, prendre du recul par rapport à ça, s'accorder une certaine flexibilité aussi. On a entendu certains étudiants qui disent moi je garde une petite marge là et si je n'ai pas le temps de faire les choses comme je les ai prévues, là il y a les trous où je peux toujours remettre ça. Il y a les choses incontournables, effectivement. Donc on peut en fait poser un planning aussi à partir des choses incontournables. Le lundi soir, je bosse, le mardi matin, j'ai tel truc, le mercredi après-midi, j'ai TP ou TD obligatoire. Donc, et on organise en fonction. L'intérêt, en fait, d'avoir un planning, mais encore une fois, ça peut être une liste de choses à faire, une to-do list, c'est en fait que c'est posé sur le papier. Et le côté rassurant est là, à condition de savoir effectivement prendre du recul et puis de pas se mettre des trucs trop, effectivement, anxiogènes. Et parfois, ça peut être intéressant, effectivement, d'en discuter avec d'autres et dire, tu crois que comment tu le penses, en fait, mon planning, ma liste de choses à faire, c'est ambitieux, c'est pas trop ambitieux. On l'a fait avec pas mal d'étudiants, en fait, qui ne savaient pas du tout planifier, certains sont venus me voir en me disant, alors, j'ai prévu de faire ça. D'accord, ok. Et à votre avis, est-ce que c'est réaliste? Combien de temps vous mettez, en fait, pour ce premier... oui, je me rends compte que ça tiendra pas du tout. Donc, voilà, c'est se confronter. Dans le planning, on a parlé du plaisir et de la diversité. Réfléchir en fait à sa façon de travailler, c'est aussi réfléchir à une stratégie.
C'est-à-dire, je sais que la diversité, elle aide à mieux mémoriser, elle aide à rester dans une certaine dynamique et à pas finir la journée, en fait, en étant derrière son bouquin et à se rendre compte que ça fait 10 pages que je lis un truc, mais en fait, ça fait 10 pages que je suis plus là. Donc, la diversité, ça aide aussi à se dire, comment je peux mettre de la diversité? Donc, je peux mettre de la diversité en changeant de cours, en changeant de chapitre au sein d'un cours, quand on a qu'un cours à apprendre. Je peux mettre de la diversité en changeant de méthode d'apprentissage, en regardant des vidéos, regardant un cours, en lisant, en échangeant avec des camarades, en bossant en groupe, en se challengeant avec des petites questions, en faisant des QCM. Donc la diversité, en fait, vous pouvez la réfléchir à l'avance. Mais quand vous êtes dans l'instant présent et que vous décidez en fait sur le moment de comment travailler, soit ça marche très bien et nickel, mais quand ça marche pas, ça devient tout de suite un petit peu compliqué. Poser sur le papier, prendre le temps de réfléchir, ça permet de quitter ce côté aussi anxiogène. Ça permet aussi de réfléchir sur la motivation. Vous avez tous des cours que vous adorez, où vous vous dites, ça va tout seul, en fait, pour l'apprendre. Il n'y a même pas besoin d'effort, tellement c'est super cool de l'apprendre. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste l'horreur, en fait. Donc, ce cours-là, différentes stratégies aussi. Et puis, il y a des étudiants qui vont dire, tant pis, je m'y colle. Et puis, voilà, je vais faire toute cette journée. Et puis, ce sera fini après. Il faut faire attention de ne pas aller vous dégoûter non plus dans ces cours-là. On peut aussi chercher donc des motivations extrinsèques quand la motivation intrinsèque n'y est pas. C'est-à-dire, voilà, je vais découper, hop, un petit peu de ce cours que j'aime pas, un petit peu chaque jour, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et puis, pour rester dans la motivation, trouver à l'extérieur la motivation. Je vais faire ce cours-là, et puis cet après-midi, je fais ce cours-là, puis ce soir, je me prévois un truc où il n'y a pas de boulot, en fait. Ma motivation, c'est voilà, je fais ce cours-là et après, hop, je ferme et je vais profiter d'autre chose. Parce que les loisirs sont effectivement super importants. Quand on intervient en fait en première année auprès des PASS et avant des PASSES, en fait, beaucoup d'étudiants nous disent en fait, quand j'étais au lycée, alors je faisais du foot, je faisais ceci, je faisais de la musique, machin. Là, j'ai tout arrêté parce que cette année, il faut que je bosse à fond et il n'y a que ça, en fait. Donc, on arrive en fait la plupart du temps à expliquer aux étudiants que ça reste une erreur en fait de tout abandonner parce que vous avez besoin de carburant aussi. Que votre cerveau il fonctionne bien, vous avez besoin de cet équilibre. Certains vont même raboter sur le sommeil. Donc vous vous rendrez compte que plus vous rabotez sur le sommeil, moins vous retenez les choses. Donc un équilibre est important à garder et dans cet équilibre, il y a toutes les choses qui vous nourrissent en dehors des études. Et là aussi, c'est une histoire de dosage. J'ai une étudiante qui était venue me voir il y a quelques années. C'est une étudiante brillante. Et elle arrive, elle me dit, j'arrête en fait, j'arrête tout. Donc, question du doute cumulé avec méthode de travail. J'arrête tout en fait, parce que j'en peux plus. Je passe ma vie à travailler. Ok, j'ai les bonnes notes, mais je suis écœurée, j'ai plus envie. Voilà, ça aurait pu être un beau métier. J'avais cette vocation-là, mais franchement, j'en peux plus, quoi. Donc, elle avait déjà réfléchi loin parce qu'elle me dit, je sais ce que je veux faire. Donc, elle avait une filière d'études en tête complètement différente. Donc, elle me dit, je veux juste finir mon année parce que elle est commencée puis ça peut me servir pour aller dans cette autre filière d'études. Mais après, c'est fini. Je veux plus entendre parler de médecine, en fait. Donc, je dis, OK, donc si vous êtes clair avec ça et que vous voulez quand même passer vos examens, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on teste un truc complètement différent en termes de méthode de travail? Elle me dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on a changé complètement sa méthode de travail. On a mis beaucoup de plaisir dedans. On a regardé comment une journée type, en fait, se déroulait en regardant quel était le moment, en fait, qui faisait que la journée finissait par devenir un cauchemar. Et pour elle, le moment où la journée devenait un cauchemar, ça se jouait sur peut-être 1 heure, en fait. 1 heure en début d'après-midi où elle n'arrivait plus à travailler, donc elle forçait. Et comme elle forçait et qu'elle se rendait compte que son rythme n'était pas bon, elle faisait pas de pause après et elle finissait sa journée écœurée, en ayant l'impression de rien avoir appris et sans avoir fait de pause. Donc on a tout détricoté ça, on a mis beaucoup de plaisir, beaucoup de loisirs. Elle est revenue me voir quelques temps après en me disant en fait j'ai vérifié ce que je voulais faire à côté, ça me plaît, mais là en fait je me rends compte que je
peux même augmenter mes notes en travaillant moins mais mieux, en fait. Et là, à nouveau le doute, bon, je fais quoi alors? Et elle a continué comme ça, elle a validé son année, puis elle est revenue me voir, elle me dit, bon, en fait, je reste en médecine parce que je me rends compte que je peux très bien avoir des loisirs à côté, être épanouie, mais il faut juste que je m'organise différemment, en fait. Et elle a appris à planifier, mais à planifier, en fait, en accord avec elle-même pour se respecter et continuer, en fait, une stratégie sur le long terme. On peut mettre de l'humour aussi dans sa méthode de travail. On peut se challenger de manière ludique, hein, surtout quand on bosse en groupe. Et puis la vérification des acquis aussi vous permet aussi cette réassurance en fait de savoir que effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, autant le planning vous permet de vous rassurer parce que vous voyez que vous avancez en fait. Si vous planifiez, en fait, moi j'appelle ça vraiment les plannings macroscopiques, c'est-à-dire j'ai une échéance, mes examens sont dans 1 mois et demi, j'ai toute cette quantité de travail. Donc en gros, il faut que je que je répartisse un petit peu comme ça sur le gros, mais dans l'instant présent, sur les 15 jours qui viennent, il va falloir quand même que je travaille en particulier ça. Je me teste et si ça marche pas, je réajuste. Mais au moins, je suis rassurée parce que je vois que je progresse. Donc, progresser dans le temps, c'est rassurant, mais aussi progresser en se rendant compte que les connaissances sont acquises, bah, c'est essentiel. Vous pouvez arriver le jour de vos examens en disant, ben, j'ai fait en fait du maximum que je pouvais. Donc, il n'y a pas ce doute de dire, en fait, j'aurais peut-être pu plus bosser ou je me suis peut-être pas assez bien organisée. Voilà, vous arrivez avec votre bagage, en fait, et vous êtes là pour restituer et vous savez ce que vous avez, en fait, comme acquis. Puis vous savez aussi vos zones de fragilité. On ne connaît jamais tout à 100%. Donc voilà, vous voyez que pour planifier, ben, c'est volontairement que j'ai mis toutes ces petites bulles parce que ça, un planning, en fait, adapté à soi, soit on le fait spontanément, on a vu des gens qui planifient puis ça marche tout bien, soit on sait pas trop bien faire et puis bah, ça vaut le coup de se pencher un petit peu dessus puis de réfléchir, peut-être de se faire aider aussi pour le réfléchir, mais ça paye en fait, ça paye et c'est pas obligé d'être un planning de psychopathe. On a déjà un peu parlé du rôle des émotions, du plaisir, le fait de diversifier, par exemple, les cours que vous allez apprendre, plutôt que de vous dire, bon, bah, je vais apprendre tel cours tel jour, et puis l'autre cours, je vais l'apprendre un autre jour, etc. Le fait de diversifier, ça permet d'ajouter un peu de plaisir. Et en général, les apprentissages ne sont pas liés que à des aspects cognitifs, à des aspects purement liés à la mémoire ou liés à la concentration, ce genre de choses. Les apprentissages sont vachement liés aussi en fait à des facteurs contextuels, bah, par exemple quel environnement vous êtes, etc. Mais également des facteurs émotionnels comme le plaisir, l'anxiété, des facteurs de motivation, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont aussi assez importantes à prendre en compte parce que en effet, si vous voulez bosser à fond, vous allez parfois prendre en effet sur le sommeil, moins dormir. Le sommeil, il faut absolument pas le toucher puisque que ce soit en termes cognitifs ou en termes émotionnels, enfin sur des aspects de dépression, d'anxiété, etc. Un manque de sommeil, il va se faire ressentir de manière assez forte. Donc, il faut, quand vous voulez apprendre quelque chose, il n'y a pas que les choses que vous voulez apprendre sur lesquelles il faut se focaliser, mais en fait, il y a d'autres facteurs, comme par exemple le sommeil. Bon, moi, quand j'étais par exemple au lycée ou au collège, et j'avais pas cet aspect, bon, cool, je vais apprendre mieux, mais le fait de rester longtemps dans mon lit le matin et d'arriver en cours en retard tout le temps, je le justifiais comme ça en disant, ouais, c'est important que je privilégie le sommeil. C'était mon côté petit con à l'époque, mais en fait, c'est vrai. Après, peut-être se coucher plus tôt pour arriver en cours à la bonne heure, mais en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête aussi. Le fait de garder des loisirs, ce genre de choses. Au niveau de l'anxiété, ça, vous en avez certainement déjà entendu parler, ou sinon entre vous, ouais, non, mais c'est quand même bien d'être un peu stressé, mais pas trop. Bah dans la réalité, en fait, oui, c'est pas juste des discussions et puis des impressions. On sait que, notamment avec
l'impact du cortisol sur les performances cognitives, il peut y avoir un impact qui va augmenter les performances cognitives quand le niveau de stress n'est pas trop fort. Ça a une tendance à accroître notamment les capacités d'attention, c'est-à-dire si vous êtes un peu stressé pour vos examens, si vous êtes un peu stressé pour des entretiens d'embauche, pour quand vous bosserez plus tard, quand vous aurez des entretiens des patients, etc., en fait, ça vous aide, le fait d'être un petit peu stressé, à bien vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. Par contre, il y a un moment où le stress, le niveau d'anxiété, s'il est trop important, il va altérer vos performances. C'est un peu l'effet de trou noir. Vous l'avez peut-être pas tous et tout expérimenté, mais en tout cas, on connaît tous ce truc-là de je suis tellement stressé que je me retrouve devant la feuille où j'ai un truc à dire et je me souviens plus du tout c'est quoi, et en fait je me souviens plus de rien. Et il y a que quand je ressors de l'examen où tout mon cours, et pourtant je le connaissais par cœur, quand je ressors de l'examen, il y a tout qui me vient, mais quand j'étais face à ma copie, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même bête. C'est quand même bête de connaître quelque chose et en fait de pas être capable de le réutiliser au moment justement où vous êtes censé pouvoir le réutiliser. Donc trouver des stratégies pour réduire l'anxiété, c'est aussi quelque chose qui peut être important. L'anxiété, ça va en fait impacter négativement vos performances pour plusieurs raisons. Et les deux raisons principales sont celles qui y a sur le diapo là. Je commence par celle du bas, je commence à l'envers. La raison en fait neurobiologique qui est que on a dans notre cerveau énormément de récepteurs de cortisol au niveau préfrontal et au niveau de l'hippocampe. Ces deux zones-là, le cortex préfrontal, il est énormément impliqué dans énormément de fonctions cognitives, tout ce qui est système attentionnel, la flexibilité mentale, les capacités de raisonnement, en fait, tout ce qui est du contrôle cognitif, c'est absolument essentiel pour réussir à bien réfléchir. Et l'hippocampe qui est impliqué notamment dans le système mnésique, donc dans toutes les activités liées à la mémoire. Quand vous êtes trop stressé, en fait, quand le niveau de stress, d'anxiété est trop important, ces récepteurs-là sont saturés de cortisol et vous avez plus la capacité de les utiliser à bon escient parce qu'ils sont saturés. La deuxième chose, et ça j'aimerais bien voir s'il y a des gens qui se reconnaissent un petit peu là-dedans, c'est que, et on l'avait vu avec la présentation du début aussi, des fois il y a des questions, je suis pas fait pour ces études, je vais pas réussir l'examen, j'ai pas assez appris, on se pose pas mal de questions. Je suis nul, je suis pas intelligent, bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Ces questions-là, elles vont pas vous aider à vous focaliser, elles vont vous mettre dans une situation de double tâche. Plutôt que de vous focaliser sur la tâche que vous devez faire, donc par exemple le QCM que vous devez remplir, votre attention sera d'un côté en effet focalisée là-dessus, mais pas entièrement. Votre attention, elle aura aussi en tête toutes ces questions-là que vous avez, je suis nul, je vais pas réussir, etc. Donc votre fonctionnement attentionnel là n'est pas optimal. Si jamais vous avez compris ce que je viens d'expliquer, est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans? Ça vous est déjà arrivé de vous dire merde, mais il faut que j'arrête de penser à autre chose, il faut que je me concentre là-dessus. Et en fait, même le fait de se dire merde, arrête, essaie de penser à autre chose, c'est quelque chose qui vient en fait saturer votre fonctionnement attentionnel. Donc, je vais vous présenter quelques stratégies qui peuvent être utilisées pour réduire l'impact néfaste de l'anxiété sur les performances. En fait, je vais vous montrer deux études que moi je trouve intéressantes. Une étude de Ramirez et Baylock en 2011, qui sont des psychologues, qui ont comparé deux groupes. Avant l'examen, en fait, la performance des deux groupes a été mesurée et puis il n'y avait pas vraiment de différence entre ces deux groupes. Mais donc il y avait un premier test, une première mesure, et il y avait une deuxième mesure plus tard, sauf que entre les deux mesures, là, entre le pré-test et le post-test, le groupe
de la ligne noire, ils leur ont demandé en fait de faire de l'expressive writing, en fait d'écrire sur du papier, enfin sur un papier pendant 10 minutes avant la deuxième mesure, avant le deuxième test, tout ce qu'ils ressentaient, tout ce qu'ils pensaient, toutes leurs émotions. Et le groupe en pointillé, ils leur ont demandé en fait de rien faire, juste de bien ruminer comme ça pendant 10 minutes, histoire de bien être stressé. Et donc, ce qu'ils observent, ce qu'on peut voir ici dans le résultat, c'est que le groupe en pointillé, qui a eu le temps de ruminer et en fait, d'avoir un niveau d'anxiété qui était augmenté, a eu de moins bons résultats que le groupe qui, pendant 10 minutes, en fait, s'est focalisé sur ses émotions. Enfin, c'est pas focalisé sur ses émotions, mais en tout cas, a écrit tout ce qu'il pensait. Le fait d'extérioriser, ça a permis à l'anxiété de pas trop monter, et donc, les résultats sont significativement meilleurs pour ce groupe-là. Donc ça, par exemple, c'est une stratégie que vous pourriez mettre en place si vous arrivez à l'examen, que vous avez de l'avance, plutôt que de regarder à nouveau votre cours ou de ruminer à mort et puis de prendre le temps de bien stresser. Bah, trouver une stratégie comme de l'expressive writing pour diminuer le niveau d'anxiété. Et une autre étude que j'aime bien, là, c'est sur l'humour. Comment l'humour, en fait, peut diminuer l'impact négatif de l'anxiété sur vos performances. Ici, on a 3 groupes et pas 2 comme tout à l'heure. Les 3 groupes devaient passer une évaluation mathématique, un test de maths. Mais pareil, avant de passer l'évaluation, il y avait un groupe, le premier là en noir, où les étudiants lisaient des cartoons, enfin des dessins humoristiques, et donc rigolaient bien, et puis se sentaient bien, grosso modo. Un autre groupe où ils lisaient juste des poèmes avant de passer l'évaluation. Un troisième groupe contrôle, bah pareil, vous ne faisait rien. Ce qu'on observe à gauche, c'est la performance au test mathématique. Le premier groupe qui a regardé des dessins humoristiques, qui a pris le temps de rigoler en fait avant de passer l'examen, a de meilleures performances que les 2 autres groupes. Et au milieu, c'est le niveau d'anxiété qui était rapporté par les participants. On voit en fait que le niveau d'anxiété de ces participants-là était aussi moins important, ceux qui avaient regardé des dessins humoristiques. Donc on sait que les analyses ont montré que c'est le fait d'être sensibilisé à l'humour avant de passer à la tâche qui a qui a permis d'améliorer les performances mathématiques en diminuant l'anxiété. Donc ça, pareil, je vous le conseille. Je sais que moi, c'est une stratégie que j'ai adoptée quand j'avais des entretiens d'embauche, ce genre de trucs où j'étais vachement trop stressé. Et bah en fait, j'allais sur un site de blagues et puis je rigolais. Et puis en fait, comme ça, j'arrivais détendu et ça se passait bien. Et donc pour finir, bah, en fait, on en a déjà un petit peu parlé. Donc je vais plutôt conclure comme ça. N'oubliez pas de vous focaliser sur votre plaisir, que ce soit sur votre plaisir pendant que vous apprenez. Ce qui va stimuler le système de récompense, le système dopaminergique qui est vachement important en fait dans l'apprentissage. Et focalisez-vous également en fait sur vos plaisirs en dehors de vos apprentissages, comme ça a été dit avant. Bon, du coup, je vais vous proposer un petit Zooklab. Donc, je vais vous demander de sortir votre téléphone, si vous voulez bien. Oui, c'est normal. Balance encore. Bon, là, vous avez accès à la première question. Je vous ai déjà mis la première question. Donc, il suffit juste de classer ce que vous faites en premier quand vous apprenez, là, quand j'apprends. Avec les flèches, vous classez ce que vous faites en premier et ce que vous faites en dernier. C'est quoi? Ah, le QR code. Ok, je remets le QR code. C'était pas le bon. Comment c'est ça d'avoir des ordi.
Tranquillement.